Bonjour, voici quelques éléments de correction pour la première partie de ce travaux dirigé sur les équations différentielles. On va considérer ici un certain nombre de schémas que l'on va expérimenter pour une équation différentielle bien particulière pour laquelle on connaît déjà la solution. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de comparer tous ces schémas juste de façon visuelle, on va dire, pour essayer d'expérimenter donc la convergence, comme cela a déjà été fait en cours pour les schémas d'Euler et de Cauchy. Sauf que là, on va comparer 4 schémas qui sont donc le schéma d'Euler, le schéma de Cauchy, le schéma du point milieu et le schéma de Runge-Kutta d'ordre 4. En fait, tous ces 4 schémas, enfin surtout les 3 premiers, sont aussi des schémas de Runge-Kutta. Voilà, donc en fait, on reste dans une classe assez homogène de type de schéma. Donc l'idée, ça va être de voir que plus on augmente l'ordre, qu'on va essayer de retrouver d'ailleurs expérimentalement, et bien plus, pour une précision donnée qu'on cherche à atteindre, on va dire dans l'approximation de la solution, moins il est nécessaire de prendre de pas quand l'ordre du schéma est plus élevé. Donc ce qu'on va tout d'abord faire, c'est vraiment s'intéresser uniquement au schéma de l'air pour pouvoir avoir un peu la structure des choses qui sont à écrire. Et ça sera facilement ensuite déclinable pour les autres schémas. Donc, comme je disais juste avant, ce qui va nous intéresser, c'est de constater, de retrouver expérimentalement l'ordre de convergence des différents schémas que l'on va utiliser. Alors pour cela, donc on a une mesure de l'erreur de convergence là, qui est comme celle qui avait été définie en cours. Donc l'idée, ça va être d'essayer de retrouver l'exposant P, d'accord, que l'on retrouve sur le pas H ici. Alors l'équation différentielle sur laquelle on va travailler, c'est une équation différentielle linéaire, qui est la suivante, hein. Y' est égal à moins t fois y plus t, sur l'intervalle de temps 0,4 et avec comme condition initiale 0. Donc, la façon de s'organiser, il y a quand même quelques instructions pour démarrer, pas de complètement zéro. Donc la première chose à faire au niveau code Scilab, ça va être d'écrire une fonction qui calcule le second membre de l'équation différentielle. Donc là, la fonction, on va l'appeler f1, elle va désigner spécifiquement le second membre de l'équation différentielle qui est défini ici. Ensuite, pour implémenter le schéma de l'air, ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire une fonction qui s'appelle Euler et qui acceptera en argument la condition initiale, le vecteur des instants discrets. Alors, on supposera que les instants sont tous régulièrement espacés, ce qui explique la troisième ligne ici de la fonction, c'est-à-dire qu'on va récupérer le pas comme la différence entre les deux premières valeurs du vecteur d'instant discret. Et puis, donc, comme troisième argument de la fonction Euler, ce sera l'identificateur du second membre de l'équation différentielle pour laquelle on veut donc faire fonctionner le schéma d'Euler. Voilà. Donc, on ne part pas complètement d'une page blanche. Donc, je vais aller copier une partie du code qui est là et aller d'ores et déjà commencer à coller ça dans ma fenêtre Scilab. Et idem pour cette partie-là. Voilà. Alors, première chose à faire, on va venir tout simplement définir la façon dont est calculé le second membre de l'équation différentielle. Donc, vérifions. Donc, c'est moins t fois y plus t. Donc, c'est vraiment ce qu'on va taper littéralement ici.
Voilà. Ensuite, ben, je vais tout simplement sauver cela dans le répertoire courant. Voilà. Alors, peut-être que il y a une bonne habitude à prendre en Scilab, peut-être sur laquelle j'ai pas beaucoup insisté. Lorsque vous tapez comme ça des fonctions, avant de commencer à élaborer un programme plus compliqué avec tout un tas de fonctions et qui utilise certaines fonctions que vous avez tapées, la première chose à faire, c'est de vérifier que spécifiquement les fonctions fonctionnent et renvoient ce qu'elles sont censées renvoyer. Alors, une façon de faire, c'est par exemple ici, je vais sélectionner le bout de code, je vais l'exécuter dans la ligne de commande, et puis je vais tout simplement déjà pouvoir vérifier que la fonction fonctionne correctement. Donc là, ça a l'air effectivement correct. Voilà, donc moins 2 plus 1 est égal à moins 1. D'accord? Voilà. Donc c'est très bien de le faire au fur et à mesure. Ça évite, lorsque vous avez un programme compliqué qui commence à pas fonctionner, à essayer de tester spécifiquement les différents points quand on ne sait pas où effectivement il y a un problème. Ok, donc bien tout ce qui manque dans la fonction Euler qui est ici, alors je vais peut-être reformater. Voilà. Eh bien, c'est tout simplement le principal, c'est-à-dire les itérations du schéma. Alors, par rapport aux notations du TD, dans l'énoncé, grand N, d'accord, représente le dernier instant, tout en considérant que les instants sont numérotés de 0 jusqu'à grand N. Alors, vous savez que dans Scilab, en fait, les vecteurs sont numérotés à partir de 1, hein, ce sont comme des vecteurs dans l'algèbre binaire. Voilà, donc c'est pour ça ici que ce que j'appelle petit n, finalement, c'est la longueur du vecteur contenant les instants discrets, et donc notre petit n, finalement, il vaut, par rapport à l'énoncé du TD, grand N plus 1. Donc il faut juste avoir ça en tête. Donc sinon, ensuite, ben donc on a tout simplement besoin de faire une boucle. Donc là, l'indice UE, je vais le prendre comme étant K, d'accord? C'est pas spécialement, c'est pas restrictif. Et donc je vais aller de 1 jusqu'à n-1. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement calculer y de k plus 1, d'accord? Donc ce qui explique que la limite de la boucle ici, ce soit n-1, est égal à y de k plus h multiplié par f calculé en t de k y de k. Voilà. Donc si vous avez sous les yeux l'énoncé du TD, ça s'écrit véritablement en Scilab comme cela s'écrit mathématiquement. Alors, on va essayer tout simplement, dans un premier temps, eh bien, de confronter ce qui est calculé par le schéma d'Euler avec la solution exacte. Alors, cette solution exacte, on va avoir à la réutiliser un certain nombre de fois. Donc, ça ne mange pas de pain d'écrire une fonction qui la calcule. Donc, je vais l'appeler sol. Donc, c'est quelque chose qui ne dépend que de t. Et donc, si je ne m'abuse, c'est 1 moins exponentielle moins t au carré
Alors, je me permets de mettre un point devant le signe d'exponentiation, chapeau, parce qu'il est fort probable que l'on appelle cette fonction avec un vecteur, quand on voudra l'évaluer pour un certain nombre d'instants, sans avoir à faire de boucle. Donc voilà. Ensuite, bien, qu'est-ce que l'on va définir? L'instant final. Ensuite, on peut tout simplement définir le nombre d'instants discrets. Donc là, il s'avère que le nombre d'instants discrets, ça va être grand N plus 1. Donc je prends vraiment volontairement la notation du TD. Donc on va avoir 21 pas. On va définir le vecteur donc, qui va contenir, alors on peut peut-être déjà définir H même, si on veut, d'accord. Donc c'était sur N. Et donc le vecteur d'instant, ça va être les instants régulièrement espacés par pas de H entre 0 et grand T. Bon, Y0 c'est 0, je vais peut-être pas utiliser une variable pour le définir. Donc, normalement, je dois avoir tout ici pour appeler ma fonction Euler. Donc, Y0, la condition initiale en 0, c'est 0. Deuxièmement, le vecteur d'instant. Et puis, l'identificateur de la fonction qui calcule le second membre. Ici, nous, on l'a appelé F1. Donc, on va se lancer. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Je peux regarder ce qu'il y a dans Y. Alors, on voit déjà peut-être à l'œil que c'est quelque chose qui converge vers 1, comme la solution exacte. Alors, la meilleure façon d'avoir une idée, eh bien, c'est de représenter ça graphiquement. D'accord? Donc, je vais effacer la fenêtre graphique. Et là, je vais représenter. Alors, quoi donc? D'une part, la solution exacte. Alors, la solution exacte, je pourrais peut-être la représenter en donnant l'impression du continu. C'est-à-dire que je vais définir un autre vecteur que je vais appeler TE. D'accord? Dans lequel je vais mettre des choses qui ne dépendent pas de grand N. Donc il va de 0 à 4. Et puis je vais mettre 1000 points. Donc cela va me servir à représenter d'une part la solution exacte. Et à ceci, je vais venir ajouter eh bien, les approximations discrètes qui sont données par le schéma d'Euler. Donc là, vu que c'est du discret, je vais utiliser un petit symbole rond en rouge par exemple. Voilà. Voilà, donc on retrouve à peu près ce que l'on avait vu en cours, à savoir que là, donc pour une vingtaine de points, donc c'est un pas qu'on peut revoir a posteriori ici, là, qui vaut 0,2. Donc l'approximation qui est donnée par le schéma d'Euler n'est pas forcément géniale. On va voir que pour le même nombre de points, avec un schéma d'ordre 2, les choses sont beaucoup plus, sont déjà vraiment meilleures. Donc avant de s'intéresser à la convergence, vu qu'on va venir calculer des différences entre la solution exacte et la solution approchée, j'attire juste votre attention que parfois quand Scilab donne des warnings comme ceci là, alors il faut faire attention à ce que ça veut dire et ça peut vous mettre la puce à l'oreille par rapport à certaines incohérences éventuellement futures.
Alors ici, c'est tout simplement lié au fait que t est un vecteur ligne et que y est un vecteur colonne. Alors dans le cadre d'une instruction du type plot comme ici, Scilab s'exécute sans autre forme de procès, à part en vous donnant un warning. Donc la moindre des choses ici, c'est éventuellement de s'assurer que y va être un vecteur ligne, tout du moins que y est un vecteur qui va avoir les mêmes dimensions que t. Donc une des façons de faire cela, c'est d'initialiser le vecteur y ici de la manière suivante. Alors il y a deux façons de le faire. Là, on a toutes les informations sous les yeux. Donc, voilà comment produire notre vecteur ligne. Voilà. Donc, y est bien un vecteur ligne et t est bien un vecteur ligne. Donc, la suite de ce que l'on veut faire. Eh bien, on veut calculer l'erreur qui est commise entre l'approximation donnée par le schéma de l'air et la solution exacte pour diverses valeurs de grand N. Alors, qui sont données ici. Je vais aller les copier. Donc, je vais commencer à taper diverses choses. On verra ce qu'il faut mettre en commentaire ensuite au-dessus, au moment où on exécutera. Donc, voilà les valeurs de grand N successives. Donc, contrairement à tout à l'heure où on avait un scalaire, là, ici, on a un vecteur. Je vais aller récupérer cette ligne, la mettre ici, en n'oublions pas de mettre un point. Est-ce que c'est gênant ou pas? Alors, je vais peut-être pas en avoir besoin tout de suite. Alors, je vais garder cette ligne-là. Donc ensuite, je vais boucler sur les différentes valeurs de n. Alors, de la manière suivante. Et première chose, donc dans cette boucle-là, je vais déjà calculer la valeur du pas. Donc t sur n de i. Ensuite, ça va me permettre de définir le vecteur des instants discrets. D'accord? Donc pour chaque valeur de n, à chaque fois croissante, il va être de plus en plus long. Et ensuite, que dois-je calculer finalement? Eh bien, alors, je dois calculer l'erreur, le maximum de l'erreur, donc entre les différentes approximations et la solution exacte, et tout ça pour chaque valeur de grand N. Donc, tout cela, je vais le ranger dans un vecteur que j'appelle R, et qui doit avoir les mêmes dimensions que N. Donc, je vais le faire comme ceci. Voilà, donc l'erreur pour la ième valeur de grand N, ça va être le maximum de la valeur absolue. Alors, de la différence entre la solution évaluée en grand T. Alors, il s'avère, vu comment on a écrit la fonction sol, ça va bien se calculer de manière, on va dire, vectorielle, composante par composante, donc il n'y a rien de plus à faire. Donc, à laquelle on va venir soustraire ce qui est renvoyé par notre fonction Euler. Donc, y0, t, f1. Donc, attention les parenthèses. Voilà. Alors, on va mettre en commentaire ce qui est superflu ici. Ça va peut-être nous servir. Vu qu'on va tracer quelque chose. Ceci, c'est superflu. Et bien sûr aussi ceci. Voilà, donc là, on a gardé que l'essentiel par rapport à ce que l'on veut faire. Alors, on peut peut-être déjà au moins exécuter le script modifié.
et puis éventuellement jeter un œil dans le vecteur R. Alors il semblerait que quand n augmente, l'erreur diminue, ce qui paraît tout à fait plausible. Donc, au niveau de la représentation de cette erreur, on va représenter en fonction de h, alors ici que l'on va recalculer comme étant grand T divisé composante par composante par n. On peut exécuter la commande. Voilà, donc ça paraît tout à fait correct. Et donc, représenter en abscisse h et en ordonnée l'erreur. Alors, on va le représenter comme ceci, avec des petits ronds séparés, enfin reliés par des morceaux de droite. Et bien évidemment, on va passer en échelle log, comme on avait déjà fait pour, dans le cadre des problèmes non linéaires au TD précédent. Et puis pour voir la pente, bien évidemment, passer en échelle isométrique. Alors voilà, donc il faut bien évidemment se persuader que la pente est proche de 1. Donc ça, je vous laisserai faire en utilisant la fonction Reglin de Scilab. Alors on voit qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'intégrer les deux premiers points, d'accord, qui correspondent à n égale à 1 et n égale à 3, donc pour lesquels en fait les résultats donnés par le schéma d'Euler sont assez calamiteux. Donc voilà, voilà finalement ce qu'il va falloir refaire. Donc là je fais un petit peu de ménage pour que l'on ait tout sous les yeux. Voilà, donc ça tient sur une page. Donc voilà un petit programme pour faire fonctionner le schéma d'Euler et puis retrouver expérimentalement l'ordre de convergence. Donc là, comme je disais tout à l'heure, il faudrait le regarder précisément avec la fonction de régression linéaire. Mais là, on voit déjà à l'œil, en échelle isométrique, que la pente est manifestement de 45 degrés. Donc l'angle fait 45 degrés, donc la pente est à peu près égale à 1. Et donc, on retrouve bien expérimentalement que le schéma d'Euler est bien d'ordre 1. Donc ensuite, pour recommencer cette étude pour les autres schémas, en soi, vous n'avez pas grand-chose à modifier. C'est-à-dire que c'est ici le schéma que vous appelez, au lieu que ce soit le schéma d'Euler, ça va être un autre schéma, comme par exemple Euler-Cauchy, donc il faudra programmer. Donc, du point de vue de la structure, pour les autres schémas, vous allez avoir quelque chose de complètement similaire. Ce sont uniquement les itérations en fait du schéma qui vont changer, mais toute la partie préliminaire et puis la liste d'appels de la fonction seront absolument identiques. Donc avant de confronter le schéma d'Euler avec les autres schémas, on va peut-être organiser un petit peu là ici notre travail, la structure de notre travail, pour qu'on ait un petit peu le principal script toujours à l'écran, sans avoir besoin de faire défiler. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier auxiliaire, une espèce de librairie, dans lequel on va mettre toutes les fonctions qui implémentent nos différents schémas. Donc, ça, je vais le couper. Je vais créer un nouveau fichier dans lequel, pour l'instant, il n'y aura que le schéma d'Euler.
que je vais appeler td équadif schéma. Voilà. Donc, c'est très bien. Alors, on sait qu'a priori, le schéma de l'air Cauchy, c'est pas très différent au niveau de la façon dont ça s'écrit. Du schéma de l'air. On revoit ici la structure. Alors, les différents schémas que l'on va programmer, en plus du schéma de l'air, ont tous vraiment cette espèce de structure en cascade. Bon, il va y avoir des valeurs intermédiaires du second membre à calculer. Donc K1, K2, ici qui sont les mêmes d'ailleurs, hein, entre le schéma du point milieu et le schéma de l'air Cauchy. Et puis K3, K4 pour le schéma de Runge-Kutta d'ordre 4. Donc on va essayer de respecter les notations qui sont là. Donc, pour le schéma de l'air Cauchy, alors on sait que la structure est complètement la même. Donc on va faire un copier-coller. Et on va juste ici changer l'entête. D'accord? Et puis, donc on va juste venir ici, donc définir K1. Alors K1 qui est F de TK YK. K2, alors si on a oublié, hop, F de TK plus H, YK plus H fois K1. Voilà, et donc le dernier calcul, c'est celui qui implémente la formule du trapèze. H sur 2 fois K1 plus K2. Voilà, c'est tout. Alors, avant d'aller s'occuper de tous les autres schémas, on peut voir comment venir afficher finalement les deux courbes d'erreur. Déjà calculer les deux vecteurs d'erreur associés au schéma de l'air et au schéma de l'air Cauchy. Donc là, on a gagné un petit peu de place. Alors, ce que l'on va faire, c'est que notre vecteur d'erreur, on va dire que ligne par ligne, on va mettre les erreurs associées à chaque schéma. Donc là, par exemple, sur la première ligne, on va mettre l'erreur associée au schéma de l'air. Et donc sur la deuxième ligne, d'accord, le premier indice c'est l'indice de ligne, on va mettre l'erreur associée au schéma de l'air Cauchy. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à venir modifier. Et donc normalement, l'instruction plot qui est ici va reconnaître que le nombre de colonnes finalement qu'il y a dans la matrice maintenant qui a deux lignes et grand N colonnes correspond au nombre de composantes du vecteur H qui est là, et donc il va comprendre tout seul qu'on veut tracer deux courbes. Donc on va exécuter ça. Alors voilà, effectivement, on voit une deuxième courbe qui est la courbe en vert. Alors, l'échelle n'est pas complètement géniale et ça va être de pire en pire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver l'instruction qui est ici, d'accord, qui nous représentait les choses sur un repère qui était normé. Voilà. Bon, et puisque de toute façon, on déterminera les pentes d'une autre manière, autrement qu'en faisant juste une inspection visuelle. Donc ce que l'on voit déjà ici, c'est qu'effectivement, on a une pente, alors on peut peut-être le re-regarder à nouveau quand même comme ceci. On a une pente maintenant qui est égale à 2 pour le schéma de l'air Cauchy. Voilà, donc on s'attendait effectivement à cela, sachant que le schéma de l'air Cauchy était un schéma qui était d'ordre 2. Donc, maintenant, on va peut-être s'occuper du schéma, de l'autre schéma à rajouter, qui est le schéma du point milieu. D'accord? Donc en fait, donc c'est K2 que l'on doit déterminer de la manière suivante. D'accord? Alors allons-y. Alors on crée une nouvelle fonction
pour le schéma du point milieu. Donc K2 ici devient f de tk plus h sur 2, yk plus h sur 2 fois k1. Et donc ici, on a uniquement h fois k2. Donc, on va venir rajouter la ligne correspondante. Donc maintenant, on va avoir 3 lignes dans notre matrice d'erreur. Donc on n'oublie pas de changer le 2 par un 3. Et donc là, de mettre le nom du schéma. Voilà. Alors on essaye. Alors c'est une information très intéressante. Donc là, on va peut-être commencer à rajouter une légende, mais bon, vous avez vu que la courbe supplémentaire qui est arrivée, c'est la courbe qui est en rouge. Donc c'est celle du schéma du point milieu. Alors on voit que le schéma de l'aire Cauchy et le schéma du point milieu sont manifestement tous les deux d'ordre 2, mais que par contre, la constante finalement qui est devant le h au carré dans l'erreur globale est plus petite pour le schéma du point milieu. Voilà, donc c'est quelque chose qui est effectivement notoire et qui est déjà connu dans la littérature. Donc rajoutons ici une ligne de légende qu'on complétera au fur et à mesure. Donc, dans l'ordre, on a le schéma de l'aire, Euler Cauchy, point milieu, voilà, et on va lui rajouter un petit paramètre ici pour lui dire de nous mettre la légende à l'extérieur du graphe pour que ce soit un peu plus lisible. Ah, alors là, oui, je me suis trompé, désolé. Voilà. Donc, à ces 3 premiers schémas, on va venir ajouter le schéma de Runge-Kutta d'ordre 4. Alors, il s'avère que tous les autres schémas, que ce soit le schéma de l'aire Cauchy et du point milieu, ce sont tous des schémas de Runge-Kutta. Donc, si vous vous intéressez au sujet, vous pouvez aller faire un tour, essayer de vous procurer un des livres que je vous avais recommandé dans le cours. Alors, a priori, je me souviens que K2 dans Runge-Kutta 4 d'ordre 4, il est exactement le même que le K2 qui est ici. Alors, on va vérifier. Donc, c'est effectivement le cas. Donc, il va nous rester à définir K3 et K4 de la manière suivante. Alors, allons-y. Alors, a priori, ça s'écrit presque de la même manière. Sauf qu'ici, on a K2. Pardon. Et donc, ensuite, il doit juste nous manquer K4, qui est... Alors, je vais me permettre de copier ça et d'aller modifier. De TK plus H. YK plus H fois K3. Et ensuite, donc H sur 6 multiplié par K1 plus 2 fois K2
plus 2 fois K3 plus K4. Donc a priori tout cela a l'air tout à fait correct. Et donc venons rajouter une quatrième ligne. Et donc ici, on remplace juste le nom du schéma. Donc là ici, on voit l'intérêt finalement d'avoir utilisé le même prototype pour toutes ces fonctions. Comme ça, on les change juste en changeant l'identificateur de la fonction. Et donc là, on va rajouter dans la note légende, voilà l'acronyme du schéma RK4. Alors RK4, undefined RK4. Ah, c'est parce que j'ai pas dû le changer ici. Alors si, alors ça fonctionne pas. Ah, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que l'on voit? Alors, on peut peut-être, pour s'en persuader ici, remettre l'échelle orthonormée. Voilà. Alors, la pente a encore doublé. Donc, en fait, on voit effectivement que le schéma Runge-Kutta, appelé communément RK4, en fait, c'est effectivement un schéma qui est d'ordre 4. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faudrait prendre la quasi-totalité des points de ces courbes, bon, à partir du 1, 2, 3, 4e, je pense, et puis faire une régression linéaire pour retrouver vraiment plus précisément l'ordre de ces schémas. Alors, ce qui va nous manquer finalement, c'est la comparaison en fait de ces schémas avec ce que Scilab est capable de faire de manière complètement standard. Alors, avec une fonction qui s'appelle ODE, voilà, donc là c'est le solver d'équations différentielles de Scilab. Donc là vous voyez qu'on a vraiment pratiquement la même liste d'appels que pour les solvers maison qu'on a fabriqués nous-mêmes. La seule différence, c'est qu'en fait Scilab demande explicitement de fournir T0, c'est-à-dire littéralement le temps auquel on lui donne la condition initiale. Alors pourquoi? Vous verrez dans les usages que vous en ferez plus tard d'ODE, parce que finalement dans le vecteur de temps qui est là, on n'est pas nécessairement obligé d'intégrer le temps initial auquel est donnée la condition initiale. C'est-à-dire qu'avec ODE, en fait, on peut littéralement, par exemple, fournir Y0 et T0, la condition initiale, et demander à obtenir une approximation de la solution, par exemple, uniquement au temps final de l'intervalle sur lequel on résout l'équation différentielle. Donc, ici, on va rajouter dans notre comparatif une 5e ligne et qui va tout simplement calculer l'erreur que commet Scilab. Donc là, ici, on est bien d'accord, on va rajouter T0 qui vaut 0, donc il y a un paramètre en plus. Et donc là, dans la légende, on va rajouter ODE. Alors, donc la courbe en magenta, c'est la courbe de l'erreur d'ODE. Donc ce que l'on voit, c'est que Scilab, quel que soit le pas discret qu'on lui a donné, donc c'est-à-dire l'incrément qu'il y a entre les valeurs de temps, est bien capable de nous donner une approximation de notre solution, toujours avec la même erreur. Alors ce que l'on se doute bien, finalement, c'est que là, ici, pour ODE, il y a une tolérance par défaut.
sur l'erreur estimée, et là qui manifestement est quelque part entre 10 puissance moins 7 et 10 puissance moins 8. Et donc, Scilab n'est pas du tout, on va dire, contraint dans la précision des approximations qu'il vous renvoie par l'écart qu'il y a, donc le pas entre les instants discrets auxquels vous avez demandé d'avoir une approximation de la solution. Tout simplement, et ça a été évoqué en cours, c'est parce que ODE, comme dans tous les autres solveurs d'équations différentielles, dans les logiciels bien faits, contrôle en fait un estimateur de l'erreur locale et fait des tas de pas intermédiaires entre les pas que vous lui avez fournis. Donc c'est pour ça qu'il peut vous garantir une précision qui est constante. Alors on voit que par défaut, finalement, là, la précision de Scilab est même éventuellement inférieure à la meilleure précision que vous pouvez obtenir avec le schéma de Runge-Kutta d'ordre 4. Alors là, c'est tout simplement parce que pour ODE, la tolérance, le critère d'erreur par défaut, en fait, est assez tolérant, quoi. Et donc, en fait, c'est des choses que l'on peut rendre beaucoup plus restrictives. Il suffit pour cela d'aller voir dans la page d'aide d'ODE. Voilà. Alors, peut-être juste un dernier petit détail technique, parce que là, bon, finalement, on a un peu terminé cette première partie du TD. C'est pour garantir que lorsque on va exécuter ce script principal, on n'est pas à chaque fois au préalable, finalement, à chaque fois qu'on fait des modifications dans ce fichier qui contient toutes nos fonctions, à devoir l'exécuter, hein, ce que j'en ai fait l'expérience tout à l'heure. Alors ce que l'on peut faire, c'est la chose suivante. On peut demander à un Scilab, finalement, de venir exécuter ici ce fichier. D'accord? À chaque fois, finalement, qu'on exécutera notre script principal. Alors, ensuite, pour être sûr qu'on se situe bien dans le bon répertoire, et c'est-à-dire dans le même répertoire que le répertoire courant, eh bien, ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va demander à Scilab donc, de se mettre dans le répertoire dans lequel se situe le fichier qu'on est en train d'exécuter. Donc là, ça se fait grâce à cette fonction. Et donc là, on va lui mettre tout simplement le nom du script qu'on est en train d'exécuter. Voilà. Ça veut dire que quand on va ouvrir ce fichier-là, enfin quand on va l'exécuter, systématiquement, de toute façon, donc à l'issue de la première exécution, on va être dans le bon répertoire. Et donc là, on est sûr de pouvoir exécuter donc ce fichier auxiliaire. Alors bien évidemment, les deux fichiers ici doivent se situer dans le même répertoire quand vous les exécuterez. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention.